les attentes sont, les attentes sont assez nombreuses, particulièrement au niveau du patronat et le secteur privé de façon générale. Donc, je souhaite qu'on aborde beaucoup dans la perspective du secteur privé, comment effectivement relever le défi dans le cadre justement de cette mesure prise au niveau politique et en conséquence qui peut avoir des effets positifs et négatifs, il faut le dire. Donc, je souhaite que l'accent soit mis à ce niveau-là par les panélistes, quoi, pour qu'à la fin, nous puissions avoir des conclusions qui permettraient d'orienter beaucoup de privés qui se posent des questions et certainement qui ont leurs propres inquiétudes, quoi. Voilà. Ceci dit, je ne vais pas être très long dans cette introduction. Je vais juste aller directement aux panélistes pour permettre de leur donner suffisamment de temps, tel que prévu dans le programme qui a été élaboré. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons donc laisser Modibo Mao Makalou lui-même faire son introduction, parce qu'il n'a pas eu les détails des CV des uns et des autres. Mais je crois que c'est d'ailleurs mieux comme ça. Chaque panéliste va donc se présenter et puis ensuite présenter un peu sa communication. Donc, si on est d'accord avec cela, on va commencer avec Modibo Mao Makalou, qui est très connu. Monsieur Makalou, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir aux organisateurs. Et bonsoir à tous les participants. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Plaisir de vous retrouver. Donc, ceci dit, très brièvement, moi, je m'appelle Modibo Mao Makalou. Il y a des échos ou pas? Il y a un retour d'écho, hein? Il y a un retour d'écho, Modibo. Oui. Oui, tout à fait. Moi, je crois que je vais enlever l'oreille. On va se technique. Oui. Ou bien j'enlève le son. Non, j'enlève l'oreille. Excusez-moi, j'enlève juste le Bluetooth. Je pense que vous êtes connecté des fois. Il y a Modibo Makalou qui est connecté des fois. C'est vrai qu'il y a un retour. Alors, Ouais. on a signalé ça à la partie technique, mais vraiment un lapsus de ma part. En fait, je voulais dire que la parole revenait d'abord au vice-président délégué, M. Sidi Danyoko, pour son mot introductif. C'est à cette suite maintenant que M. Makalou prendra la parole. Vraiment, toutes mes excuses. D'accord. Non, c'est le président qui a certainement sauté cette partie-là. Vous avez raison, madame. Donc, Modibo, pendant que vous tentez de régler ce problème d'écho-là, on vous donne le temps et on va donner donc la parole au vice-président de CNPM qui va donc faire un mot d'introduction. Sidi, je m'excuse pour ça, mais vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, M. Nyang, pas de souci. Il y a beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui un peu partout. Ça perturbe beaucoup les sons, le réseau et ça crée des désagréments un peu à beaucoup d'endroits. Bonjour à tous. Merci à tous d'être participés à ce webinaire donc du CNPM qui est basé sur une thématique qui vous intéresse beaucoup. Nous vous souhaitons à tous la cordiale bienvenue. Le thème, le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, enjeux et défis pour le Mali. Cela découle du fait que nous avons reçu beaucoup d'interpellations de nos membres, des chefs d'entreprise, des groupements qui se posent beaucoup de questions, qui sont très inquiets et qui aimeraient bien comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce sujet. Nous avons donc souhaité que des techniciens, des économistes, des chefs d'entreprise des anciens ministres puissent nous éclairer et donner l'occasion à nos membres de pouvoir se faire une idée beaucoup plus précise de ces implications. Donc, toutes nos salutations aux panélistes, M. Lionel Zinsou, ancien Premier ministre, pour sa disponibilité et toujours sa prompte réaction quand le secteur privé malien a besoin de lui. Nos panélistes habituels, Modibo Mao Makalou, qui est un habitué du CNPM, M. Amo Guindo, le chef d'entreprise,
Madame Djeneba qui nous accompagne, évidemment notre modérateur, qu'on pourrait qualifier aussi de modérateur maison, l'ancien ministre M. Niang, qui est assez présent chaque fois que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre quelle est la situation au plan économique de la CEDEAO, comment va se passer la question de ce retrait, quand nous sachons qu'il y a 734 milliards de dollars de PIB cumulés à l'échelle des pays, que c'est un marché assez important en termes de nombre d'habitants. Nous avons déjà fait savoir à travers un communiqué du CNPM que malheureusement le secteur privé n'a pas été consulté pendant cette décision, mais l'État malien nous a informé qu'ils vont nous proposer bientôt un ensemble d'actions qui vont accompagner cette sortie. C'est des discussions que le CNPM est en train de préparer en consultant l'avis de ses membres pour pouvoir structurer son avis et sa position sur ce sujet-là. Nous avons déjà pris des initiatives, rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce, rencontré le Premier ministre qui ont eu l'occasion de transmettre le message du gouvernement malien sur ce sujet. Nous avons déjà élaboré un thème de référence sur le sujet pour mettre des experts qui travaillent là-dessus. Nous avons déjà écrit à tous les groupements professionnels, membres du CNPM et les autres professionnels pour nous faire remonter leur analyse et leur point de vue sur le sujet. Et tous ces éléments vont être alimentés par aussi la discussion que nous aurons cet après-midi, dont la synthèse et les conclusions vont venir renforcer ces chantiers déjà ouverts. Je vous encourage à tous à ce que les débats soient très intéressants et que nous puissions avoir un débat constructif. Merci à tous et bonne séance. Merci beaucoup, M. Danyoko. Donc, on va démarrer en demandant donc à notre premier panéliste, Modibo Mao Makalou. J'espère que les problèmes techniques qui se posaient sont réglés. Mais, M. Makalou, vous avez la parole. Oh. Est-ce que j'ai du mal à... M. Makalou, on a du mal à vous entendre par ici. Allô? Monsieur Makalou? Monsieur Makalou, moi je ne vous entends plus, hein? Je ne vous entends pas par ici, quoi. La partie technique. Je proposer peut-être de donner la parole à Monsieur Lionel Zinsou, Monsieur le Premier ministre. Et ensuite, il faut peut-être qu'il y a... Vous entendez, Madame, vous arrivez à entendre Makalou? Parce que moi, par ici, je ne l'entends pas. Hein. Non, du tout. Monsieur Niang, vu que vous avez un fil conducteur, il faut peut-être prendre le prochain intervenant. Quand M. Makalou sera opérationnel, il pourra intervenir. D'accord, on va faire ça alors. Donc, on va passer au suivant. Pour suggérer qu'on... Bon, moi, je pensais qu'on va écouter d'abord Guindo et puis ensuite, on va donner la parole au Premier ministre, avec votre permission. Guindo, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Amédoune. Merci, Monsieur le ministre. Très bien. Vous m'entendez? Non, parfait. Merci, Monsieur le ministre Niang. Merci au Premier ministre Zinsou qui accompagne le REAO constamment et aussi le CNPM pour tout ce genre de débat. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis Amou Guindo, je suis chef d'entreprise. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Je suis chef d'entreprise, je suis dans la logistique. United Transit Company, on fait de la logistique, du transport, des formalités de douane et de la manutention. Donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'impact du retrait du Mali de la CEDEAO sur les opérations de transit et de transport de marchandises à travers la région ouest africaine. Donc, j'ai 3 points à développer ici aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les défis logistiques et administratifs auxquels
les transitaires maliens pourraient être confrontés suite à ce retrait. Et le troisième point, c'est les stratégies pour maintenir l'efficacité et la compétitivité des services transit maliens malgré les changements résultant de ce retrait. Alors, pour parler du premier point, je vais d'abord faire un peu le point de ce que nous pratiquons aujourd'hui, la pratique actuelle par rapport aux opérations de transit et de transport entre le Mali et les différents pays portuaires, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana, aussi la Guinée. Aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, ce que nous avons comme convention, nous avons deux types de conventions au niveau du transit et du transport. La convention TRIE qui concerne le transit routier inter-État, et nous avons aussi la convention qui concerne le transport interroutier, inter-État également. Ça, c'est la partie transport. Ensuite, nous avons aussi la partie communautaire par rapport aux entreprises qui fabriquent et qui font de la transformation au niveau de cet espace économique, notamment le certificat d'origine. Ensuite, nous avons le tarif extérieur commun qui concerne la réglementation et la nomenclature qui gère toutes les importations au niveau de cet espace économique. Maintenant, ce qui concerne la convention TRIE, déjà l'existant aujourd'hui, c'est que cette convention permet aux marchandises de circuler librement dans l'espace CEDEAO. Bien entendu, il y a un cautionnement de 0,25% à retenir au niveau du port, au niveau de la frontière pour garantir le transit de la marchandise du port vers le Mali. Donc cette convention permet une fluidité, une facilité de transport, en tout cas de la marchandise au niveau de l'espace. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que cette convention permet la fluidité des opérations entre les différents ports et le Mali. Ça, c'est la convention TRIE. Ensuite, nous avons la convention de transport inter-État. À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la carte brune, notamment au niveau assurance. La carte brune permet également aux transporteurs de pouvoir avoir une couverture en assurance au niveau de cet espace-là en cas de sinistre. Maintenant, sur ces deux conventions-là, jusqu'à date, nous continuons à travailler sur la base de ces deux conventions. En ce qui concerne le certificat d'origine, le certificat d'origine permet également aux entreprises de l'espace économique d'avoir des avantages fiscaux et douaniers au niveau de cet espace. Lorsque les produits du cru, quand il s'agit de produits du cru ou bien qu'il s'agit de marchandises manufacturées ou de produits manufacturés qui ont subi une transformation à un certain niveau, peuvent bénéficier également de l'avantage communautaire au niveau de la CEDEAO. Donc ça, c'est le point concernant le certificat d'origine. Donc ce certificat d'origine permet également à ces entreprises-là d'avoir un avantage tarifaire par rapport aux pays tiers qui ne sont pas concernés par la CEDEAO. Donc ça, c'est les trois points. Maintenant, pour le tarif extérieur commun, il s'agit de réglementer les relations commerciales entre les pays de l'espace CEDEAO. À travers ce tarif-là, les organisations régionales et le reste du monde, donc l'espace communautaire a un avantage certain par rapport au tarif extérieur commun. Maintenant, ça, c'est les quatre points qui concernent la pratique que nous avons actuellement. Cette pratique-là, bon, on peut dire aujourd'hui que les choses se passent de façon relativement bien, les choses se passent relativement bien. Le retrait du Mali, quel va être l'impact de ce retrait-là? À ce niveau-là, à date, selon l'information dont nous disposons, comme l'a dit M. Daniego, les autorités nous ont rassuré qu'il y aura des accords bilatéraux entre le Mali et ces différents pays concernés. Donc, sur ces questions-là, on ne sait pas dans quel cadre ces accords-là seront signés. Et bien entendu, si le CNPM est associé à cette opération d'accord pour qu'on puisse prendre nos préoccupations en charge, je pense que cela serait une très bonne chose parce qu'il faut forcément des acteurs qui puissent poser les vrais problèmes en ce qui concerne
ce retrait-là. Ensuite, je vais parler également en ce qui concerne les défis logistiques et administratifs auxquels les transitaires maliens pourraient être confrontés suite à ce retrait. Là aussi, je vais parler de la pratique actuelle. Aujourd'hui, ces défis-là restent les mêmes pour nous, avec ou sans le retrait du Mali. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que à ce niveau-là, nous avons d'énormes contraintes au niveau des différents ports, nous avons d'énormes contraintes au niveau des infrastructures routières. D'abord, pour les différents ports de la sous-région, les contraintes et la congestion des ports font que nous sommes toujours dans une tension de livraison auprès de nos clients. Et cette tension se traduit par quoi? Parce que lorsque les conteneurs ou les marchandises arrivent sur les différents ports, il y a toujours un déficit de célérité à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, rien que pour les formalités au niveau de ces ports-là, on est en moyenne entre 7 à 10 jours pour uniquement les formalités de sortie des différents ports. Ensuite, à la suite de cela, nous avons aussi les mêmes contraintes sur la route. Les contraintes sont les suivantes: les tracasseries routières, les tracasseries administratives, la police, la gendarmerie, etc. Ces tracasseries continuent avec ou sans le retrait du Mali, en tout cas jusqu'à date, avant même le retrait du Mali, ces tracasseries continuent au niveau des différents corridors. Et cela impacte sérieusement notre activité. Donc pour nous, en tout cas au niveau des acteurs, comment avoir une meilleure efficacité au niveau des différents corridors, cette problématique reste et demeure, quelle que soit la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, avec ou sans la CEDEAO. Nous savons que ces problèmes-là existent. Maintenant, comment trouver des solutions pour gérer ces situations-là? Nous allons voir les différents accords, comment le Mali va opérer des accords avec les différents pays limitrophes. Ensuite, les stratégies pour maintenir l'efficacité. Comme je l'ai dit tantôt, ces stratégies sont toujours les mêmes. Nous sommes en perpétuelle discussion et négociation avec les différents ports et la sous-région, pour pouvoir trouver les meilleures solutions d'évacuation des produits et des différentes marchandises sur le Mali. Ces stratégies-là ne vont pas changer de mon point de vue. Nous allons toujours continuer à œuvrer à ce qu'on puisse avoir un meilleur accès au niveau de ces ports-là, pouvoir avoir une meilleure célérité des formalités au niveau des différents ports et enfin permettre aux différentes marchandises qui sont destinées au Mali de pouvoir être livrées dans un délai qui puisse convenir aux unités industrielles et aux commerçants de la place. Voilà en gros, Monsieur le Ministre, ce que je pouvais donner comme point d'élément et sur lesquels on pourra avoir des discussions après. Merci beaucoup, M. Guindo. C'est vrai qu'on va passer directement au second panéliste. Je ne sais pas si Makalou est disponible, sinon on va passer directement à donner la parole à M. le Premier ministre. Vous m'entendez? Oui, Makalou, ok, content de vous avoir. C'est rétabli, je crois. Oui, merci. Donc, vous avez 10 minutes d'intervention, s'il vous plaît. D'accord. Donc, une brève introduction. Donc, d'abord, j'ai commencé dans le secteur privé, dans les multinationales, BHP, compagnie minière. Donc, j'ai travaillé dans la mine d'or de Siama. J'ai ensuite travaillé pour Shell Petroleum au Mali et ensuite pour l'USAID pour un projet d'exportation et de création de valeur ajoutée des produits d'élevage, qui sont notre troisième recette d'exportation au Mali. Et ensuite, j'ai mon cabinet depuis 1998. Mais après, je suis allé travailler un peu pour l'État à la présidence de la République de 2002 à 2017 comme chargé de mission, chargé des infrastructures, coordinateur de la mission de développement et de coopération, qui était un projet conjoint avec le Centre Carter. Et j'étais aussi délégué du Mali auprès de l'OCDE, du Comité d'aide au développement, pour le groupe de travail sur l'efficacité de l'aide.
qui a abouti avec la conférence de Busan sur l'efficacité du développement, où j'avais été quand même désigné par l'Union africaine et le MEPAD comme Sherpa avec un collègue du Rwanda pour négocier le document final à Busan en décembre 2011. Donc, j'ai terminé à la présidence comme conseiller économique pour les affaires économiques et financières de 2014 à 2017, puis coordinateur de l'unité des partenariats publics-privés, unité PPP, qui était logée à la primature. Et depuis 2018, je suis de retour dans le secteur privé. Et donc maintenant, c'est vraiment un plaisir de partager avec tous les participants de faire cet échange sur l'intégration économique et régionale sur laquelle j'ai travaillé depuis 1989 avec un éminent professeur qui s'appelait Elliot Berg, donc qui est plus de ce monde, paix à son âme. Et nous avions quand même recensé en 1989 pour le compte de l'USAID l'ensemble des organisations sous-régionales de toute l'Afrique. Et donc, y compris la CEDEAO, c'était la première fois que je pratiquais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, comme vous le savez, est une communauté économique régionale géographique, l'une des 5 communautés économiques régionales géographiques de l'Union africaine. Et donc, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel le 28 janvier, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, regroupaient 15 États. Mais vous savez aussi qu'à l'origine, c'était 16 États. La Mauritanie était membre créateur de la CEDEAO, qui a été créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975. Mais la Mauritanie s'est retirée en 2000 de la CEDEAO pour rejoindre une autre communauté économique régionale géographique que vous connaissez tous, l'Union du Maghreb arabe, UMA, mais qui fonctionne moins bien. Et en 2017, la Mauritanie a demandé à réintégrer la CEDEAO. Et maintenant, il y a des accords pays associés et la Mauritanie à la CEDEAO. Maintenant, pour revenir à notre sujet, qui est quand même le retrait de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, comme vous le savez, c'est quand même une alliance politique d'abord, une alliance militaire, mais aussi une alliance économique. Donc, c'est d'abord une confédération qui a un objectif politique et militaire, et aussi une organisation d'intégration économique et monétaire. Et comme vous le savez, l'intégration compte en principe 6 étapes. L'intégration économique et monétaire, l'union monétaire étant la dernière étape, et la première étape étant une zone de préférence douanière, c'est-à-dire qu'on allège les droits de douane, et la deuxième étape étant la zone de libre-échange, où on abolit les tarifaires, mais chacun conserve sa structure tarifaire. Et ensuite, vous avez l'union douanière, dans laquelle une zone de libre-échange, mais dans laquelle on établit un tarif extérieur commun. Et ensuite, vous avez le marché unique, qui est une union douanière, mais dans laquelle on a la mobilité des facteurs de production, la libre circulation des personnes, le libre établissement, etc. Et ensuite, vous avez l'union économique qui amène l'harmonisation des politiques économiques. Et finalement, vous avez l'union économique et monétaire qui aboutit à l'harmonisation des politiques économiques et monétaires et à la création d'une monnaie unique. Donc, comme vous le savez, les 3 États de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, appartiennent à plusieurs organisations d'intégration économique dans la sous-région. D'abord, on n'en parle pas souvent, il y a l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma, qui a été créée dans les années 70, qui était une organisation socio-économique, mais qui, depuis 2017, contribue aux problèmes de défense et de sécurité. Mais aussi, et aussi après cela, vous avez l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA. Comme ça a été réitéré récemment par le ministre des Affaires étrangères du Mali et le ministre de l'Économie et des Finances du Burkina la semaine dernière, les États de l'AES restent membres de l'UEMOA.
La banque centrale de l'UEMOA, c'est la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège se trouve à Dakar, et dont la monnaie unique est le franc CFA. Au-delà de cela, la CEDEAO, comme je vous l'ai dit, est une communauté économique. Oui, oui. C'est bien, je voudrais qu'on se refocalise, c'est-à-dire que la question c'est, est-ce que les privés ont raison de s'inquiéter ou est-ce qu'il y a des éléments d'apaisement qu'on peut leur donner à travers les discussions que nous allons mener? Je termine avec la CEDEAO et je rentre dans ce sujet. Merci beaucoup. Je vais citer d'abord les organisations qui se chevauchent au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et la dernière étant la CEDEAO, c'est là que je terminais, pour dire que ce sont les 15 États. Donc, vous avez 8 États d'Afrique de l'Ouest, les 8 États de l'UEMOA. Ensuite, vous avez 5 États anglophones qui se regroupaient au sein d'une zone monétaire, c'est important de le dire, qui s'appelle la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO. Ces 5 États, y compris des anglophones plus la Guinée, ont leur monnaie nationale. Et ensuite, vous avez un État lusophone qui est le Cap-Vert. Donc, pour vous dire que tous les États de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Donc maintenant, un retrait de la CEDEAO fera que, comme je l'ai dit, les autorités politiques des différents pays ont précisé qu'elles sont toujours membres de l'UEMOA. Donc, l'UEMOA étant une union économique et monétaire, évidemment, ayant une monnaie unique, ça veut dire que le privilège de libre circulation des personnes, des biens et des facteurs de production ne change pas. Si vous prenez le cas du Mali, il y a des inquiétudes, mais je pense que la plus grande inquiétude se trouve du côté du Niger, qui a une frontière de 1400 km avec le Nigeria, qui est la première puissance économique. Mais par contre, le Niger a aussi une option qui est le Bénin et évidemment avec l'oléoduc maintenant, puisque le Niger est exportateur de pétrole depuis le mois dernier, janvier 2024. Donc, il y a Cotonou qui est une alternative, puisque c'est à l'intérieur de l'UEMOA que l'AES n'a pas quitté l'UEMOA. Et pour le Burkina et le Mali, évidemment, il y a des alternatives encore, les ports de Dakar et Bamako, mais aussi le port de Nouakchott et le port de Conakry aussi. Et pour le Burkina, il y a le port de Tema aussi au Ghana. Et il y a des accords, bien vrai que le Ghana ne soit pas membre de l'UEMOA, il y a des accords bilatéraux entre le Burkina Faso et le Ghana qui précédaient même la création de la CEDEAO. Donc, cela pose moins de problèmes. Donc, je pense que la difficulté maintenant, c'est le tarif extérieur commun, mais comme les échanges surtout du Burkina et du Mali sont surtout avec les États membres de l'UEMOA, le Niger, évidemment, on peut aussi atténuer un peu l'importance du Nigeria parce que le commerce étant largement informel, donc peut-être que cela ne va pas tellement influer. Mais maintenant, les sanctions dont fait l'objet le Niger, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de l'UEMOA, sont en train de déstructurer l'économie. Mais si on parle du Mali, vous savez, 60% des échanges du Mali, puisque c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, 60% du PIB du Mali est basé sur le commerce international. Mais c'est la même chose pour l'ensemble des 3 pays de l'AES. Ce sont des économies extraverties, mais aussi qui ont une balance des paiements déficitaire et une balance commerciale déficitaire. Balance des paiements déficitaires, ça veut dire que les transactions économiques avec l'étranger sont déficitaires, ça veut dire qu'il y a plus de capitaux qui quittent ces pays que de capitaux qui entrent. Et par rapport aux biens et services qui sont, les exportations sont moindres, de loin inférieures aux importations, c'est-à-dire à l'achat des biens et des services. Donc, tout cela va faire qu'il y aura quand même des changements de paradigme, il y aura des changements, des réformes, et par rapport aux exportations, tout va dépendre de là où vous exportez vos biens et services et de là où vous importez vos biens et services. Pour le Mali, par exemple, le cas que je connais bien, je sais que notre premier poste d'importation, ce sont les hydrocarbures. Et ça provient essentiellement du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça ne va pas beaucoup changer pour nous parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal étant des membres de l'UEMOA,
Donc, je peux dire que le fait d'appartenir toujours à l'UEMOA va atténuer un peu cet effet. Mais maintenant, les conventions que la CEDEAO a conclues, y compris dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, ben, écoutez, si ces trois pays ici, c'est acté que ces trois pays ne sont plus membres de la CEDEAO, évidemment, il y aura d'autres considérations et il risque d'avoir des surcoûts si des pays autres que les pays de l'UEMOA, il y a du commerce avec les pays autres que l'UEMOA, non seulement au niveau des tarifs extérieurs communs, au niveau des TRIE, des transports routiers, et comme ces pays sont enclavés encore et utilisent des ports des pays côtiers, en dehors de l'UEMOA, ça va poser quelques difficultés et je pense que nos experts des transits et des transports vont pouvoir nous en dire plus sur ça. Mais je pense que, évidemment, c'est quand même une meilleure chose de se retrouver dans un marché intérieur parce que l'objectif de l'Union économique et monétaire, c'est de créer un marché intérieur. Et l'AES est un marché intérieur de 70 millions de personnes, alors que la CEDEAO, c'est un marché intérieur de 420 millions de personnes. Et aussi, il s'est trouvé que, d'après de nombreuses études, plus il y a d'échanges entre les pays africains, plus on a tendance à transformer un peu les produits. Et malheureusement, les échanges sont encore faibles au sein de l'Union africaine, de la CEDEAO. On pense à un taux d'environ 15%, et parce qu'il y a le commerce informel aussi. Donc, je pense que peut-être que nous exagérons un peu les conséquences qui vont pouvoir avoir lieu, mais en comptant aussi sur les tarifs douaniers, et je ne pense pas que ce soit une solution, parce que les tarifs douaniers sont faits pour protéger l'économie nationale contre et essayer de régler le problème des substitutions aux importations. Mais quand le coût des facteurs de production sont très élevés, comme nous l'avons, quand vous n'avez pas d'électricité, quand le climat des affaires n'est pas bon, quand les institutions sont instables, ben, évidemment, tout cela constitue un surcoût pour le secteur privé qui devrait être le moteur de la croissance dans nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Makalou. Donc, certainement, il y aura des questions au fur et à mesure pour répondre beaucoup plus précisément à certaines préoccupations. En guise d'introduction, je pense qu'on peut continuer et avec votre permission, je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou. Monsieur le Premier ministre, oui, merci Monsieur le modérateur. Bonjour à nouveau à tous. Merci aux deux panélistes qui ont donné beaucoup de précisions en fait sur les conventions qui sont aujourd'hui à l'œuvre, sur les bénéfices qu'il y a à être intégrés dans la région et sur les enjeux qu'il y aurait à dégrader au lieu de faire progresser la CEDEAO. Moi, je suis tout à fait de l'avis des deux panélistes. L'ampleur du marché, la taille du marché dans le monde d'aujourd'hui, en nombre de consommateurs, aussi bien qu'en PIB, et les chiffres ont été rappelés, c'est essentiel pour la compétitivité. Donc, on est beaucoup plus dans une situation où on devrait aujourd'hui, ensemble, réfléchir sur comment on améliore le fonctionnement de la CEDEAO, parce qu'il y a encore toutes les difficultés informelles, disons, de tracasserie qui font que, voilà, vous avez expliqué pourquoi les transports de marchandises prennent 15 jours totalement inutiles. Donc, en fait, on devrait être entre nous, citoyens de la CEDEAO, en train de parler des progrès à faire. Bon. Et là, maintenant, on est en train de parler de comment limiter les dégâts. C'est un peu dommage, mais je voudrais juste rappeler à chacun que l'union, c'est toujours un combat et que toutes les organisations régionales dans le monde connaissent forcément un certain nombre de hauts et de bas, et on est obligé de travailler sur des substituts, et là, on va forcément avoir
des négociations, pour des accords bilatéraux, pour se substituer à l'accord d'ensemble. Mais regardez l'Union européenne. L'Union européenne qui a quand même été fortement secouée par le Brexit. Vous avez par ailleurs des pays qui sont non pas dans l'Union européenne, mais dans l'association de libre-échange européenne, qui sont quand même importants, comme la Suisse, la Norvège, ou plus petits comme l'Islande, le Liechtenstein, qui sont d'ailleurs, du point de vue de la sécurité dans la zone Schengen, mais qui, d'un point de vue économique, n'appartiennent pas à l'Union économique. Simplement, ils ont des accords bilatéraux qui font que, de fait, en termes de marché, c'est comme s'ils étaient membres de l'Union européenne. Il va falloir bien regarder pour vos négociateurs et pour les entreprises comment, au fond, on peut, avec des accords bilatéraux, garder quand même les deux avantages essentiels sur lesquels vous avez déjà insisté, qui sont la libre circulation des marchandises et des personnes. Donc ça existe avec des effets de crise, aussi bien dans l'Union européenne. Mais regardez également une association régionale économique, l'ASEAN, entre des pays qui ont une croissance ensemble considérable et qui ont des problèmes majeurs parce que politiquement, le coup d'État en Birmanie et la répression sanglante qui a suivi a conduit à suspendre la Birmanie et à des positions qui, en 2023, se sont plutôt affrontées à l'intérieur des pays de l'ASEAN, avec la Thaïlande, qui a une longue frontière avec la Birmanie, qui a pris l'initiative de rouvrir, disons, le dialogue avec la Birmanie, ainsi que le Cambodge. Et tous les autres pays de l'ASEAN se sont révoltés contre cette ouverture à un pays exclu de l'ASEAN. Donc, si vous voulez, et je vous passe le Mercosur latino-américain, où les titres des journaux en 2023, c'était « Est-ce que le Mercosur, donc l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et d'autres pays qui ont des accords bilatéraux avec l'ensemble du Mercosur, la crainte, c'est va-t-il y avoir une désintégration ?» Donc, soyons clairs, nous ne sommes pas tout seuls au monde. Il est clair qu'une union économique, quand on a des divergences politiques, c'est toujours soumis à des contraintes et on finit en réalité par les dominer, ces contraintes. Donc, je tempérerai le pessimisme en disant il y a des substituts possibles, et notamment la multiplication des accords bilatéraux. Et c'est très important que le secteur privé participe à ces négociations. Ça va être un peu long, mais il n'est pas question qu'on puisse vivre dans un ensemble où il faudrait des cartes de séjour pour les millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, des millions de Maliens, et vice-versa. C'est juste inimaginable dans le monde d'aujourd'hui, c'est impraticable d'un point de vue administratif, c'est inacceptable d'un point de vue humain, d'autant plus qu'il y a énormément de mariages mixtes, de familles qui sont à cheval sur plusieurs pays. Donc, moi, je pense que le pire n'est pas sûr et qu'on aura, sur la libre circulation des personnes et des marchandises, des accords qui se substitueront. En fait, c'est une rupture politique. Mais je pense que l'économie ne va pas en souffrir si on est un peu habile dans les semaines qui viennent. Et notez qu'un certain nombre de pays, mais surtout le Togo, sont quand même à l'œuvre pour essayer de trouver des médiations. D'ailleurs, le Togo n'a pas appliqué les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Et aujourd'hui, il est chargé d'une médiation avec le Niger et l'AES en général. Je ne vous vois plus, mais je fais l'hypothèse que vous m'entendez encore. Oui, on vous entend. Donc, si vous voulez, toutes les unions passent par ces crises. Ouais. Elles résolvent ces crises toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'elles rétablissent par des accords bilatéraux ce qui était multilatéral.
et on va y arriver parce qu'on n'est pas plus mauvais diplomate que les autres. Pour une raison très simple, c'est que la CEDEAO est indispensable. Et les gens qui pensent que la CEDEAO, ce n'est pas très important, les gens qui ne connaissent pas la CEDEAO, c'est-à-dire la majorité de nos populations, ils découvrent que la CEDEAO, c'est important quand il y a des sanctions. Et quand il y a des sanctions de la CEDEAO sur tel pays, on s'aperçoit que les sanctionneurs souffrent autant que les sanctionnés. Et sur ce sujet, moi, ce que je pense, et je pense que le Conseil national du patronat du Mali a dû déjà le faire, c'est très important que vous parliez avec les patronats des autres pays de la CEDEAO, notamment ceux qui sont déterminants pour vous, c'est-à-dire le patronat de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, parce que, évidemment, ça sera plus fort dans la négociation de faire valoir que, oui, il y aura des problèmes logistiques, évidemment, très forts, plus une surenchère de taxes, etc., qui vont encore pénaliser les entreprises, sauf si on réalise que ça pénalisera aussi bien les entreprises du Sénégal, le port de Dakar, les entreprises de la Côte d'Ivoire, etc. Donc moi, je pense que nous serions, comme citoyens de la CEDEAO, tous plus forts si vous harmonisez vos positions avec des gens qui vont souffrir autant que les entreprises maliennes si on ne passe pas à des accords bilatéraux efficaces, et qui sont les entreprises des pays qui restent dans la CEDEAO et qui sont clés pour vous. Bon, il me semble assez clair que le Togo n'appliquera pas des mesures de rétorsion pour les pays de l'AES. Il me paraît évident que la Guinée ne le fera pas non plus. Mais pour vous, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont beaucoup plus importants et les patronats, à mon avis, sont totalement solidaires. Donc, si vous voulez, l'état de crise n'est pas une surprise et n'est pas une spécialité ouest-africaine. Simplement, quand on veut résoudre les crises, il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force des entreprises privées, il est plus fort si le Mali parle avec les autres patronats. Maintenant, je voudrais dire que quelque chose qui est important, c'est de regarder le futur, pas simplement la situation immédiate. Théoriquement, il y a 1 an pour trouver les modalités de sortie. Bon, il faut utiliser cette année. Mais moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que le Mali est un pays extraverti, comme on l'a dit, bien au-delà des chiffres officiels de douane. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans les sanctions précédentes, comme on l'a vu aussi quand la frontière du Nigeria a été fermée avec le Bénin, en réalité, les flux informels qui ne s'arrêtent pas au poste douanier sont très importants en fait. En fait, notre intégration est beaucoup plus avancée que les 15% qu'on met toujours en avant de notre commerce qui est fait avec les pays d'alentour, les pays voisins. Non, en fait, on est probablement au moins 1,5 fois au-dessus de ça. Et le Mali est un des pays qui a le tissu d'entreprise les plus dynamiques vers les autres pays, avec les réseaux commerciaux, logistiques les plus puissants. Ça, c'est une particularité malienne qui est bien plus forte que celle du Burkina, du Niger ou d'un pays comme le mien. Et donc, pour vous, c'est vraiment plus important que pour tous les autres que les substituts à la CEDEAO soient ou aussi efficaces, voire un peu plus efficaces que la CEDEAO qui avait encore pas mal d'imperfections. Simplement, si on regarde le futur à moyen terme, ce qui est important dans nos pays, c'est d'attirer des investissements, à la fois des investissements nationaux, des investissements régionaux, parce que vous remarquerez que beaucoup de nos entreprises maintenant sortent vraiment de leurs frontières. Vous observerez qu'on a des investissements africains en Afrique parce que nos champions
ils sont rarement désormais limités à leur pays d'origine. Ça, on a besoin absolument de le conserver. Et pour les pays qui n'appartiennent pas à la CEDEAO, qu'ils soient d'autres pays africains, qu'ils soient des pays d'autres continents, il faut attirer des investissements. Ça, c'est essentiel pour l'emploi, essentiel pour la transformation. J'attire votre attention sur le fait qu'à l'intérieur de l'UMOA, c'est le Mali qui a la contribution de l'industrie la plus importante dans le PIB. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mali est un exportateur, pas simplement de protéines animales, produits de la pêche, produits de l'élevage, qui sont déterminants, c'est vrai, et de produits agricoles, mais aussi de produits industriels, parce que vous avez une structure industrielle qui est un peu plus importante que celle des autres pays, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Donc, on a besoin d'investissement parce qu'on a besoin d'emplois. Et le problème, c'est que l'investissement, il va à des pays ou des ensembles de pays qui ont une demande forte. Le facteur de demande qui a été souligné, c'est-à-dire plus de 550 milliards de dollars de PIB dans la CEDEAO et un très grand nombre de consommateurs, c'est ce qui fait venir aujourd'hui les capitaux étrangers à la zone, mais c'est surtout le moteur de ce franchissement des frontières et la création de groupes régionaux. Dans tous les domaines, hein, j'ai cité l'industrie, il y a l'agriculture évidemment, mais il y a aussi les services. Regardez le poids aujourd'hui des banques des pays sahéliens. Le groupe Vista qui est en plein développement, le groupe Coris qui est en plein développement, ils sont burkinabés, d'origine, de régulation, etc. Donc, quand on regarde le futur, c'est vital de rester compétitif et attractif. Et c'est ça qu'il faut, je crois, faire comprendre aux autorités publiques. Moi, je suis un petit peu inquiet que à l'école de guerre, dont beaucoup de nos nouveaux responsables sont désormais brevetés, que ce soit celle de Paris, l'école militaire, que ce soit celle de Ben Guerir ou que ce soit les formations russes, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de cours à l'école de guerre sur la compétitivité. Et donc, je crois qu'il faut que vous soyez des pédagogues de la compétitivité. La compétitivité, c'est une question d'échelle. Et avec la CEDEAO, on peut à la fois construire des champions nationaux de services et d'industrie. Tout à l'heure, on parlait de logistique. Dès la première intervention de notre collègue, c'est un secteur qui s'est énormément développé. La fortune des ports côtiers vient très largement des pays enclavés. Et on a besoin de continuer dans ce sens-là parce que ce sont des groupes qui sont des groupes régionaux. Ça n'a pas de sens aujourd'hui d'être béninois, malien. Et si on veut par ailleurs justifier des flux directs d'investissement étrangers hors Afrique, c'est pareil. On a besoin de l'échelle. Ça, c'est un plaidoyer pour la compétitivité. On n'aura plus d'investissement au Mali si le Mali décide de s'isoler. Et ça concerne les entreprises maliennes au plus grand point. D'ailleurs, il y a pas mal ça me frappe, il y a pas mal, y compris même chez nos clients, parce que moi, je ne me suis pas présenté, mais on a créé une société de conseil, Southbridge, donc on a des clients dans tous ces pays. Nos clients maliens, ils ont tendance à déplacer leur siège à Abidjan. Ils ont tendance à travailler hors du Mali. Bon, tout ça n'est pas, c'est pas réversible. On a absolument besoin, pour le moyen terme, de faire le plaidoyer de la compétitivité. Donc, si vous voulez, vous avez le court terme, vous avez une année pour faire des substituts, mais vous avez le moyen terme en montrant qu'il faut trouver, d'une façon ou d'une autre, un accès qui reste libre à la demande pour les services et les produits manufacturés. Je vous rappelle que la BOA, par exemple,
elle avait son siège au Mali. Bon, maintenant, elle est dans un ensemble avec la Banque marocaine du commerce extérieur, mais enfin, c'est une des plus grandes banques de la zone franc. Et son siège et son le plus important de ses actifs était à Bamako. Le travail de Paul Desremaux, il s'est très largement fait, un peu à Cotonou, beaucoup à Bamako. Donc, dans tous les domaines, il faut que vous fassiez la pédagogie de la taille, de la demande, et il faut trouver des accords qui laissent aux pays sahéliens l'accès pour pouvoir justifier par la compétitivité l'attractivité des pays. Parce que vous avez en dessous le Conseil national du patronat du Mali, ce que je vois à l'antenne, monsieur le modérateur, Invest in Mali. Non, aujourd'hui, c'est Invest in ECOWAS. Si vous n'avez pas d'accès à l'ECOWAS, vous n'aurez pas d'Invest in Mali. Ils se replieront ailleurs. Ça, c'est vraiment très important pour le futur. Et la dernière chose sur le futur, c'est de ne pas prendre le risque d'un saut à l'élastique très dangereux qui est de quitter l'union monétaire. Parce que l'union monétaire, elle est un facteur d'intégration vraiment très important, plus important que la CEDEAO. Donc, il faut arriver à convaincre les autorités publiques que l'union monétaire, c'est un pas plus loin, et ça posera deux problèmes. Le problème, c'est que les trois pays sahéliens ont un double déficit à financer. Déficit budgétaire et déficit du commerce extérieur. Ça a été rappelé dès le début du webinaire. Et donc, on a besoin de solidarité dans l'UEMOA. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière et les semaines précédentes. L'UEMOA a besoin d'avoir des réserves de change. Il y a deux pays qui pouvaient aller sur le marché financier et émettre des eurobonds. La Côte d'Ivoire, qui a réussi à lever 2,5 milliards de dollars, et le Bénin, qui a réussi la semaine dernière à lever 750 millions de dollars, avec un carnet d'ordre de 5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a encore des investisseurs qui croient qu'on peut battre les records d'investissement financier, au moins dans les deux meilleures signatures de l'UEMOA. Mais est-ce que ça sert à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sert au Bénin? Non. Ça leur sert parce que ça va leur faire une ressource de finances publiques, mais ça sert au Mali, ça sert au Burkina, ça sert à l'ensemble des pays, parce que ça fait rentrer plus de 3,2 milliards de dollars dans nos réserves collectives de change. La Côte d'Ivoire, elle est en excédent structurel de commerce extérieur. Et elle est mutualisée, cet excédent est mutualisé avec les autres pays. On peut payer les importations du Mali, du Burkina, le Niger dans une situation de transition un peu compliquée, parce qu'on a cette solidarité. Et donc faire très attention que prendre des mesures à chaud, en crise, qui sortiraient de l'UEMOA, c'est plus grave que la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, trouver des accords bilatéraux de libre-échange, on n'a qu'à faire comme on fait avec la Suisse dans l'Union européenne et on va y arriver très bien. Mais si on passe à un changement monétaire, il n'y aura plus la solidarité financière. Et alors, quand on a des difficultés logistiques, plus des difficultés monétaires à importer son énergie, une partie de son alimentation, ses médicaments, ça devient véritablement une pénalité très forte pour les populations, très très forte. Donc là, il faut aussi parler du futur, je pense, en disant, bon, vous avez fait un grand pas, vous êtes sur la falaise, vous avez fait un grand pas vers le vide, il ne faudrait peut-être pas faire le dernier pas sur le vide, qui serait d'aller en plein, on peut sortir du franc CFA, si vous voulez. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je ne pense pas qu'il faille le faire quand on est en double déficit, en guerre, et quand on a besoin de la solidarité. Parce qu'évidemment, il y a tout un discours sur la France domine le CFA. Bon, moi, je n'y crois pas du tout, mais il y a beaucoup de gens qui y croient énormément. Mais il faut d'abord que les gens s'aperçoivent que
quand la Côte d'Ivoire et le Bénin, ce n'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin, font rentrer 3000 et quelques millions de dollars dans les caisses, c'est mutualisé au bénéfice des pays qui sont en déficit structurel. C'est une solidarité interne. Les fantasmes sur la France, très bien, on ne va pas ouvrir aujourd'hui un débat sur le franc CFA, mais ce qu'a fait le Bénin la semaine dernière et la Côte d'Ivoire 2 semaines avant, c'est quelque chose qui bénéficie à l'ensemble. Et c'est d'ailleurs la Banque centrale qui l'a demandé à ces 2 pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur le marché et proposer des obligations du Sénégal. Il y a trop de doutes. Vous ne pouvez pas proposer sur le marché international des obligations du Trésor du Mali. Donc, c'est ceux qui pouvaient le faire qui l'ont fait pour l'ensemble des autres. Donc, si vous voulez, il y a le présent immédiat qui, moi, ne m'inquiète pas beaucoup, à condition que le secteur privé, avec vos collègues du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, pèse vraiment pour qu'on ait des substituts, des accords, et au fond, qu'on efface l'impact sur les populations et les entreprises. Mais après, il y a le futur. Puis, la deuxième raison pour laquelle sortir de l'UEMOA, ce serait sensiblement plus grave, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens qui travaillent avec les autres pays vont continuer d'utiliser le franc CFA. C'est clair que quand vous avez une monnaie faible comme le Naira aujourd'hui, ou le Cedi, que font les gens? Ils vont chercher pour leurs produits des devises stables. Il y a quelques jours, au Sénat du Nigeria, le ministre de l'économie a dit ce qui est très grave avec la baisse très forte du Naira de ces dernières semaines, c'est que nos agriculteurs, ils vont vendre leurs produits au Cameroun et au Bénin. Pourquoi? Pour être payés avec une monnaie qui aura gardé le même pouvoir d'achat dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Alors que le Naira aura perdu la moitié de sa valeur dans 1 an. Et donc, si vous voulez, le ministre de l'économie a dit, si ça continue, on va devoir refermer les frontières avec le Cameroun et le Bénin. Et ça, c'est à éviter à tout prix, si vous voulez, parce que ça pénalise la croissance des 2 côtés. Mais simplement, c'est ça la réalité. Quand vous fuyez devant la monnaie parce que vous avez des doutes sur cette monnaie, les gens utilisent une autre monnaie. Aujourd'hui, si vous voulez payer votre loyer à Accra, on vous demande de le payer en dollars. Donc, faire très attention. Je respecte toutes les opinions sur le CFA est peut-être une machinerie de la France, mais il faut quand même bien voir que c'est à l'intérieur des 8 pays de l'UEMOA qu'on fait jouer les solidarités. On n'utilise jamais la garantie de convertibilité donnée par la Banque centrale européenne. Jamais. Ce qu'on utilise, c'est les ressources des autres pays pour ceux qui manquent de ces ressources. De même que sur la CEDEAO, une des grandes raisons qui a été avancée, c'est la CEDEAO subit des interférences et des influences et même des ingérences de puissances étrangères. Bon, ce qui veut dire en fait la France. Bon. Mais enfin, la CEDEAO, c'est le Nigeria qui pèse les 2 tiers du PIB et qui a 220 millions de nos habitants. C'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est l'ensemble des pays, si vous voulez. Et c'est eux qui forment le marché. Voilà. Donc, je voudrais dire sur ces questions de moyen terme, ça va être assez facile, moi je ne suis pas très pessimiste, de convaincre vos gouvernements avec vos collègues des autres patronats qu'on peut mettre en place toute une batterie de substituts et en fait avoir les effets de la CEDEAO sans la CEDEAO. Ça, moi je ne suis pas très inquiet là-dessus. Tout le monde y a intérêt, notamment les autres pays de la CEDEAO. Donc ça, regardez comment ont évolué les sanctions et pourquoi on est obligé de les lever. On va les lever très vite vers le Niger, parce que ça sanctionne plus le Bénin et le Togo, d'une certaine manière, autant que le Niger. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Je suis plus inquiet pour le moyen terme. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'ai même du mal à vous arrêter, tellement beaucoup de choses sont dites. Mais ceci dit, nous devons donner plus de temps aux questions parce que
l'objet du webinaire, c'est aussi de recueillir les préoccupations d'autres participants, les questions qu'ils peuvent avoir, pour pouvoir, encore une fois, donner des réponses qui puissent conforter le secteur privé malien, qui est demandeur de cette rencontre et organisateur de cette rencontre. Voilà, donc, je retiens très rapidement que l'espoir est permis et qu'à court et à moyen terme, il y a des possibilités de trouver des substituts pour permettre donc de pallier aux perturbations éventuelles qui pourraient causer le retrait des 3 pays de la CEDEAO. Il faut aussi noter que sur le plan économique, il n'y a pas de divergence entre les États membres de la CEDEAO. Je pense que certainement que le Sénégal a les mêmes avantages et les mêmes envies de continuer à faire des échanges avec le Mali, à faire la coopération avec le Mali, autant que le Niger aussi souhaiterait continuer la coopération et tout ça. Donc, ça veut dire que les questions économiques, il n'y a pas de divergence. Les divergences sont à un niveau politique. Alors, l'idée vraiment, c'est de trouver le moyen très rapidement à travers les négociations auxquelles les secteurs privés pourra participer et peut-être même prendre le devant à travers les patronats d'ailleurs, les chambres de commerce d'ailleurs, pour que ensemble, ils puissent voir comment faire en sorte que l'impact, encore une fois, l'impact n'est pas seulement sur les 3 pays. L'impact va toucher aussi bien les pays membres, chaque pays membre de la CEDEAO, que ceux qui sont sanctionnés et ceux qui ne sont pas sanctionnés. On l'a vu. Donc, il y a de la place pour les négociations. Et c'est ça qui doit rassurer tout un chacun pour dire que c'est sûr, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y aura beaucoup de choses à travers les négociations qui pourront se passer. Surtout du point de vue bilatéral. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être faites à chez nous. Sans compter les alternatives qui s'ouvrent en dehors des pays non CEDEAO aussi, où le Mali a déjà fait des démarches et tout ça, et qui pourront certainement ouvrir de nouvelles opportunités pour les opérateurs privés maliens. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Je me réfère peut-être à ceux qui ont enregistré des questions que nous avons reçues par SMS ou par WhatsApp, s'il y en a. Et donc, s'il y a des intervenants qui peuvent prendre la parole aussi pour faire des commentaires, nous avons prévu un temps pour cela. Donc, on va aux questions. Voilà. Mamadou Kone. Oui, Mamadou Kone à Vienne. Je remercie beaucoup les experts qui ont présenté. Ça réconforte beaucoup. On vous entend mal. Hein? Je dis que je remercie tout le monde pour la présentation. Ça va maintenant? Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Mamadou Kone à Vienne. OK, merci. Voilà, je disais que je remercie ceux qui ont fait les présentations, des brèves présentations. On sait que nous faisons face à un défi politique. D'abord, je passe par un commentaire et puis une question. Dans les années 60, on nous a fait croire aussi que si on prenait les indépendances, on allait mourir. Alors, si j'entends encore que si on sort de l'union, ce n'est pas le sujet, l'union monétaire, que ça va être grave, j'ai un autre avis sur ça. Et à cela, je voudrais poser la question à M. Makalou, qui est l'économiste parmi nous ici, l'un des économistes parmi nous.
La question est la suivante. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso peuvent-ils maintenir leur croissance en dehors de la CEDEAO? Si oui, comment? Bien. Akadou, je pense que vous pouvez enregistrer. On va essayer de grouper les questions pour pouvoir gagner du temps. Donc, vous Oui, c'est notez, enregistré. voilà. Donc, vous notez la question, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou d'autres questions? Bien, on me fait signe ici que il y a une question qui a été posée par WhatsApp. Première question, concernant les avantages tarifaires, pensez-vous que la ZLECAf pourrait combler éventuellement les problèmes, les perturbations posées par la sortie des pays? Est-ce que la ZLECAf pourrait être une alternative pour le Mali, étant donné que tous les pays de la CEDEAO ont signé les accords de ZLECAf? Une autre question de Mamadou Kone. Mamadou Kone, c'est déjà fait. Est-il possible de convaincre les autorités politiques sur l'abandon de la décision de retrait des 3 pays? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va demander aux panélistes de répondre aux questions que nous venons d'enregistrer. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur le ministre. Oui. J'ai levé ma main. Alassane Diabaté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Très heureux de vous avoir devant moi. Oui, Je remercie les panélistes. J'ai une question très simple à monsieur Zenzou, que je salue au passage. Je suis économiste principal à la Banque africaine de développement à la direction générale à Abidjan. La raison de l'intégration, c'est qu'on pense que l'union n'est plus forte que seule. Récemment, j'ai pris le cas de l'Union européenne, qui a tiré vers le haut des pays comme le Portugal, la Grèce, l'Espagne. Et la théorie même de l'intégration économique que j'ai apprise dans les universités françaises à Paris-Dauphine, c'était vraiment ça. Les plus forts tirent vers les plus faibles. Alors, en regardant l'historique de la CEDEAO, même si elle n'est pas une vieille institution, mais c'est 75, nous n'avons pas vu des transformations structurelles soutenues par cette intégration. Nos pays sont restés pratiquement les mêmes en termes de structure économique. Des pays basés sur les produits primaires, les mêmes fragilités. Vraiment, les progrès sont minces. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ça a servi à quelque chose? Je partage un peu vos préoccupations concernant l'UEMOA, mais concernant la CEDEAO, je ne suis pas inquiet parce que quand un mariage n'apporte pas, le divorce aura moins de conséquences. C'est ça que je me pose comme question. Et j'ai pris le cas de l'Union européenne, où des pays étaient très faibles à l'origine. Aujourd'hui, ils sont devenus des pays puissants. Et ce n'est pas notre cas au sein de la CEDEAO. J'ai écrit dans le web, dans les messages écrits, j'ai eu la chance, parmi cet auditoire présent ici, de voyager le 7 janvier par la route pour aller à Abidjan. Je suis en plein déménagement sur Dakar. Je suis revenu le samedi passé par la route. Je repars demain par la route. Et j'ai compris que l'intégration que nous faisons, que nous écrivons tous les documents que nous mettons sur papier, c'est par l'air, l'aéroport. Mais en bas, on n'est pas du tout intégré. Il y a 15 postes de contrôle qui nous séparent, Bamako, Abidjan. 15 postes de contrôle. Je vous avoue que, d'après un chauffeur, il préfère aller au Maroc, traverser la Méditerranée, aller en Europe par le Maroc, que d'aller à Abidjan. J'ai son nom, son prénom, sa compagnie. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diabaté. Je pense que c'est de bonnes questions. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre deux questions avant de donner la parole aux panélistes pour répondre? J'encourage les participants à poser des questions. Monsieur le modérateur. Oui. Bonsoir. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Moi, c'est Koulibaly. Oui, d'accord. Koulibaly Mamadou. OK, M. Koulibaly, vous avez la parole. Oui, moi, j'avais envoyé mes questionnaires par mail à Mme Keita.
Bon, je pensais que peut-être elle avait transmis ça à vous. Certainement, hein, mais bon, parce que je n'ai pas ouvert mon WhatsApp. Donc, si D'accord. vous posez les questions directement, je pense que c'est... D'accord, voilà. Bon, moi, mes questions, moi, je veux beaucoup plus m'appesantir sur les défis sur les enjeux et les défis, quoi. Ouais. Excusez. Voilà. Allez-y, mais Oui, en oui. 2 minutes. Maintenant, par rapport aux enjeux économiques, Oui. à supposer que tous les membres de la CEDEAO sont des pays importateurs à travers les produits alimentaires, manufacturiers ou agricoles et les autres comme la cosmétique, l'habillement et les matériaux de construction. Maintenant, quelle va être la stratégie de compensation par rapport aux difficultés d'approvisionnement et les impacts sur les coûts de diversification? Ça, c'est la première question. Sur les enjeux migratoires, parce que vous savez que le Malien vraiment est un véritable euh, migrant par rapport maintenant à la recherche vraiment d'un lendemain meilleur. Est-ce que maintenant, sur ces enjeux, est-ce qu'il peut y avoir une explosion sociale pour laisser les contraintes en termes de circulation des biens et des êtres humains? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question va constituer les enjeux d'infrastructure, parce que vous savez qu'on a des problèmes en termes de routes et même aussi de compagnies aériennes, parce que le Mali dispose jusqu'à présent de compagnies aériennes. Maintenant, est-ce qu'on a des stratégies par rapport à ce sens-là? Si c'est oui, maintenant, quel va être l'enjeu par rapport à ça? Ensuite, maintenant, sur la fracture numérique aussi, qui va être la quatrième question. Maintenant, est-ce que nos difficultés par rapport à la transition numérique, est-ce que, parce que nous savons que nos entreprises ne sont absolument pas du tout formalisées dans ce sens-là par rapport à la fracture numérique, surtout que même les compagnies, les entreprises qui nous fournissent ici de la téléphonie, tant bien que mal jusque-là, n'arrive pas du tout à combler. Comme vous le voyez aujourd'hui, on a des problèmes de connexion. Est-ce que cette transition numérique peut être maintenant palliée par rapport à quoi? Surtout qu'aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur la fibre optique. Or, nos fibres optiques passent par des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et même le Sénégal. Bon, voilà, ça, c'est des aspects. Et ensuite, maintenant, sur le défi de la transition énergétique, comme je ne vais pas vous faire apprendre qu'aujourd'hui, on est dans un déficit énergétique. Il y a des coupures partout, des délaissages. Les groupes électrogènes même n'arrivent même plus à supporter les temps de coupure. Maintenant, est-ce que par rapport à ces défis-là, quelle va être la stratégie que les autorités peuvent nous promouvoir pour essayer quand même de pouvoir compenser cette transition énergétique-là? Surtout qu'aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur le bas carbone. Voilà, ça, c'était mes quelques questions que j'avais envoyées à Mme Keta pour que ça puisse être distribué aux panélistes. Je vous remercie. OK, bien, merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Est-ce que je peux poser une question? Daha Tidiane Ba. OK, allez-y, M. Ba. Oui, en fait, bon, moi, je remercie tout le monde, hein, j'ai beaucoup appris. J'avais juste une question fondamentale à poser. C'est est-ce que le patronat malien a pris contact avec les patronats de l'AES pour créer une solidarité pour enfin défendre les intérêts des pays de l'Interland? Je m'explique un peu. Moi, je pense, depuis le temps qu'on a des problèmes avec nos économies pour exporter, pour importer et pour attirer les investissements, nous avons des difficultés à nous faire comprendre et faire valoir au niveau de la CEDEAO et même à présenter nos intérêts au niveau des investisseurs. Je pense qu'il ne faut plus revenir en arrière. Nous devons prendre cette sortie comme une opportunité pour enfin défendre nos intérêts en matière d'industrialisation, de financement, de commerce, etc. Alors, à mon avis, je ne vais pas développer, hein. À mon avis, il est important que le CNPM
n'aille pas négocier individuellement pour des accords, parce que, comme je le pense, comme le Premier ministre l'a dit, de toute façon, il y aura des accords. C'est impossible pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, de dire on ne veut plus commercer, on ne veut plus laisser passer. Donc, ils sont obligés. La question est notée. La question, elle a été posée au départ, et je reviens là-dessus. C'est que c'est une opportunité pour aller négocier, mais ensemble, pour qu'enfin nos intérêts soient pris en compte, ceux de l'AES. C'est ça. Est-ce que le patronat a commencé à travailler comme ça? C'est ainsi aussi que nous allons peser au niveau des autorités de l'AES pour que les intérêts du secteur privé soient pris en compte dans cette nouvelle dynamique. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai reçu deux autres questions. Il y a une question de M. Touré qui demande quel serait l'impact fiscal de la sortie pour les entreprises maliennes. Et une dernière question. Une dernière question porterait sur quelle serait, elle est adressée au Premier ministre Lionel Zinsou. Quelles seraient les conséquences d'une sortie éventuelle de l'UMOA? Voilà, moi je pense qu'on a fait un premier tour. Avec votre permission, on va arrêter les questions à ce niveau. Et bien entendu, le dialogue va continuer. C'est un peu la spécialité de CNPM. C'est que les webinaires ne sont jamais terminés. Les gens, à travers les groupes qui existent, peuvent continuer à faire les échanges et tout ça dans le cas où ils n'ont pas pu prendre la parole. Donc maintenant, je vais demander aux panélistes, chacun en ce qui le concerne, sur la base des questions qui ont été posées, s'ils ont des éléments de réponse à donner. En commençant par Makalou, s'il vous plaît. Modibo. Oui, merci, monsieur le Premier. Merci, monsieur le ministre. La question qui m'est adressée concerne surtout le taux de croissance des pays de l'AES, et il se trouve que le FMI, le Fonds monétaire international, basé à Washington, vient de faire une étude sur les perspectives de l'économie mondiale, où le Fonds monétaire prévoit que la croissance sera maintenue dans les 3 pays de l'AES et entre 4 et 7%. J'avais dit à l'entame de mon propos que le Niger est nouveau exportateur de pétrole. Donc, les chiffres pour le Niger vont beaucoup s'améliorer. Mais le Niger est aussi grand exportateur d'uranium, même si ça a un peu baissé ces derniers temps. Et le Mali et le Burkina sont des grands exportateurs de coton, mais producteurs aussi d'or et de céréales et de bétail aussi. Donc, le Mali, ça fait 30 ans que nous avons une croissance annuelle moyenne de 5% en termes réels. Le Burkina aussi, la croissance est maintenue, notamment à cause des exportations. Et comme je l'ai dit aussi, c'est des pays qui sont extravertis, dont l'économie est extravertie, qui exportent beaucoup de matières premières non traitées, non raffinées. Et donc, il faut aller vers une plus grande transformation structurelle. Je pense que c'est pour cela que la création, parmi les décisions des dirigeants de l'AES, de créer un fonds de stabilisation pour quand même amortir les chocs de la variabilité, de l'instabilité des prix des matières premières, et aussi la création d'une banque d'investissement pour renforcer la connectivité, parce que l'AES, quand même, c'est plus de 60% de la surface de la CEDEAO, qui fait 5 100 000 km², et l'AES est à 2 800 000 km² pour 70 millions de personnes. Mais les pays de l'AES, comme je l'ai dit, c'est des pays continentaux, mais qui sont faiblement électrifiés. Les coûts des facteurs de production posent problème pour la productivité et la compétitivité de ces économies. Donc, il faut réduire les coûts des facteurs de production. On a parlé de l'énergie. Les pays de l'AES sont parmi les moins électrifiés au monde, bien vrai qu'ils sont parmi les pays les plus ensoleillés au monde. Donc, il faut changer le mix énergétique
aller davantage vers les énergies renouvelables et l'énergie solaire en particulier. Donc, je pense que l'AES peut travailler quand même pour renforcer l'intégration économique et par rapport à la convergence macroéconomique, parce que pour avoir une monnaie, pour aller vers l'intégration économique, il faut qu'il y ait une plus grande convergence macroéconomique. Et c'est le cas pour ces trois économies de l'AES, qui ont des économies très similaires, des défis très similaires, mais aussi des potentialités similaires. Donc, en mutualisant et en améliorant l'utilisation et l'allocation des ressources, en se spécialisant davantage au niveau des avantages comparatifs, je pense que ces pays peuvent, à l'intérieur de l'UEMOA, mais aussi à l'intérieur d'autres regroupements, peuvent travailler avec leurs voisins et à l'intérieur de leur communauté. Mais la problématique que moi je me pose même, c'est par rapport au fait que ce soit une communauté économique régionale géographique de l'Union africaine. J'espère que ce problème va être résolu au niveau de l'Union africaine parce que, comme vous le savez, l'objectif, c'est que chaque communauté économique régionale géographique puisse aller vers une monnaie, une union douanière d'abord, et ensuite aller vers une monnaie unique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Guindo, Oui. des éléments de réponse en ce qui vous concerne. Bon, j'ai retenu juste les tracasseries. Il y a quelqu'un qui avait demandé par rapport aux tracasseries sur les routes. Mais à ce niveau, c'est toujours des accords entre différents États et comment améliorer les tracasseries au niveau des infrastructures, enfin, au niveau du transport en général. Le monsieur qui a parlé, je crois, c'est monsieur Ba et un autre. En ce qui concerne les personnes, l'utilisation des moyens de transport en commun au niveau de ces corridors-là est encore plus facilité que lorsqu'il s'agit de marchandises. Lorsqu'il s'agit de marchandises, on a davantage plus de tracasseries que lorsqu'il s'agit de personnes. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça reste toujours des questions qu'il faut gérer au niveau des États. Quelles recommandations feriez-vous aux autorités par rapport justement à cette question de libre circulation des biens, des personnes? Est-ce qu'il y a une recommandation que vous pouvez faire à l'intention à l'intention des entreprises et des organisations du secteur privé? Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La recommandation en ce qui concerne le cas du Mali, aujourd'hui, la question essentielle reste toujours la question de sécurité qui nous est opposée. Des postes de sécurité qui sont posés pour pouvoir sécuriser les routes et les corridors. Cette problématique existe. Bon, même les autres pays autres que le Mali, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les mêmes questions se posent. Donc aujourd'hui, comment trouver l'équilibre entre la sécurité et la célérité au niveau du transport des marchandises? La question reste vraiment une question très complexe. Et j'estime que, bon, à ce niveau-là, il y a des réflexions à mener pour trouver des voies et moyens pour faciliter la fluidité des transports. Mais en termes de recommandations, il serait difficile aujourd'hui de poser une recommandation ferme à ce niveau-là parce qu'on est confronté à des problèmes de sécurité interne. Mais cela n'empêche, malgré cette problématique, on peut trouver d'autres solutions de facilitation pour que les corridors puissent être beaucoup plus fluides au niveau du transport des marchandises. D'accord. Donc, on va passer à Monsieur le Premier ministre. Avec votre permission, il y a eu des questions qui vous ont été adressées à vous-même directement. Et peut-être aussi parmi les questions, s'il y a des éléments de réponse que vous pouvez donner, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Merci. Je disais qu'il y a eu des questions qui ont été posées directement à vous. Tout à fait. Et pourquoi pas, parmi les questions aussi, s'il y en a pour lesquelles vous souhaitez intervenir, vous êtes le bienvenu. Oui, bien sûr. Alors, sur l'union monétaire, je ne crois pas que ce soit pour l'instant l'actualité et
qu'on ait besoin d'ouvrir un débat sur le franc CFA. Je note simplement que moi, je suis optimiste sur le fait qu'on trouve des substituts à la CEDEAO. Une question était d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait retirer le retrait? Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Ça, je ne suis pas sûr, pour des raisons politiques, que ce soit très facile, sauf si vraiment on a des négociateurs brillants des deux côtés. Mais je pense qu'on va trouver des substituts. Et je vous dis, dans toutes les unions monétaires, pas monétaires, mais commerciales, de libre-échange, on en trouve. Simplement, quand on a 15% de déficit des finances publiques plus du commerce extérieur, ça veut dire 3 milliards de dollars à financer pour un pays comme le Bénin qui a environ 20 milliards de dollars de PIB. Il faut, d'une façon ou d'une autre, trouver soit du crédit sur le marché mondial, soit de la solidarité avec les pays avec lesquels on est intégré. Il faudra juste, petit 1, trouver les moyens de ce financement, et d'autre part, il faudra obtenir des populations qu'elles ne continuent pas à utiliser une monnaie tierce, ce qu'elles auront tendance à faire, comme je l'ai dit, en prenant les exemples du Nigeria et du Ghana. Mais voilà, j'ai jamais dit que c'était tragique. Je crois d'ailleurs que peu de gens avaient dit que l'indépendance serait une catastrophe. L'indépendance, elle a été portée par non seulement la société politique, mais toute la société civile de nos pays. Je ne crois pas d'ailleurs que le colonisateur ait prophétisé que ce serait l'effondrement des pays concernés. Donc non, il y aura d'effondrement. Il n'y en a pas eu pour l'indépendance, il n'y en aura pas non plus pour l'union monétaire si elle doit muter. Simplement, il faudra trouver les moyens de financer deux impasses. Et pour l'instant, ça ne repose pas sur la solidarité avec la Banque centrale européenne, ça repose pour l'instant d'abord sur des solidarités entre nous. Donc il faudra le résoudre, c'est tout. Ce sera un problème technique, mais un peu compliqué. Beaucoup plus compliqué que sur la CEDEAO. Sur la ZLECAf, c'est une très bonne question. Je pense que la ZLECAf va petit à petit effectivement résoudre le problème parce que théoriquement, elle est plus puissante que la CEDEAO. Parce que comme on l'a fait remarquer, la CEDEAO laisse des problèmes assez compliqués à chaque frontière. Nous avons eu la question de l'économiste de la BAD qui dit quand je vais d'Abidjan à Dakar, j'ai 15 points d'arrêt et de formalités très largement inutiles. En fait, c'est pire que ça. Il y a une étude il y a quelques années, je crois qu'elle était de l'AFD, qui montrait qu'en plus des arrêts douaniers, il y a des arrêts des eaux et forêts, des arrêts de la gendarmerie, de la police, et qui disait pour aller de Lagos à Accra, il ne faut pas simplement passer la frontière béninoise et la frontière togolaise, puis la frontière ghanéenne. On est arrêté 48 fois en moyenne quand on est en transport de marchandises. Donc, la ZLECAf, elle est plus puissante parce qu'elle prévoit de lever les barrières. Alors, il y aura toujours encore des gens pour vous arrêter pour tel ou tel prétexte, mais déjà, il n'est pas évident qu'on sera obligé de s'arrêter aux frontières. Ça, ce sera un grand bénéfice. Il va y avoir une expérience qui est prévue pour ce trimestre où on va lever, à condition que la situation ne s'aggrave pas au Nigeria en matière monétaire, mais on va essayer de lever les barrières douanières entre le Bénin et le Nigeria, comme, si vous voulez, on ne vous arrête pas, ni pour les passagers, ni pour les marchandises, à l'intérieur de l'Union européenne, quand vous passez la frontière franco-allemande. Et donc, il y a toute une technique là qui est en train de se mettre en place pour lever les frontières, lever les barrières de frontières. Donc, la ZLECAf, et cette première sorte d'expérimentation entre le Bénin et le Nigeria, qui peut-être va voir le jour en 2024, ça demande un peu de numérisation, enfin, il y a une préparation en cours. Ça montrera que c'est en effet plus puissant d'avoir
une zone de libre-échange continentale avec ce dispositif de ne plus s'arrêter aux frontières. Sur la question de l'inefficacité qui a été posée aussi par l'économiste de la BAD, je crois qu'il faut faire un tout petit peu attention. Quand il y a des sanctions, on voit bien que ça pénalise nos économies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien les sanctionneurs que les sanctionnés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis optimiste sur le fait que comme ça pénalise tout le monde, on va trouver d'autres solutions. Donc ce n'est pas complètement inefficace, puisque quand on suspend, on s'aperçoit quand même que la vie est plus difficile. Donc oui, ça n'a pas résolu tous nos problèmes de sous-développement, c'est l'évidence même. Mais enfin, le fait de pouvoir tirer sur les ressources énergétiques des pays qui sont capables d'exporter, c'est pas inutile. Je veux dire, vous coupez l'électricité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça rend quand même la situation très difficile, encore un peu plus difficile au Mali. Vous coupez, comme on vient de le voir, puisque c'est encore en vigueur, les 2/3 de l'approvisionnement électrique du Niger qui vient du Nigeria. Vous vous apercevez quand même que la libre circulation de l'énergie, c'est absolument déterminant. Donc, oui, c'est pas. Vous prenez l'exemple de l'Union européenne. En 10 ans, elle a réussi à faire remonter le niveau du Portugal, etc. Vous auriez pu prendre l'exemple de l'Irlande, qui est passé d'un des tout derniers pays dans quand on fait un classement du produit intérieur par tête, a aujourd'hui la position d'être dans les 3 premiers, si vous voulez. Donc oui, il y a eu quelque chose, mais parce que dans l'Union européenne, il y a quelque chose qui viendra peut-être un jour entre nos pays, mais qui est le fait qu'on fait des transferts de ce qu'on appelle les fonds structurels, et qui, par dizaines de milliards, vers l'Irlande, vers la Grèce, vers le Portugal, vers la Bulgarie, ont été des transferts monétaires, des subventions massives. On n'a pas, dans la CEDEAO, ce genre de mécanisme. Pour l'instant, c'est essentiellement une zone où on facilite un peu les installations de personnes, leur mobilité et des marchandises. Mais vous n'avez pas de redistribution par des apports très importants. Alors, évidemment, dans l'Union européenne, c'est déterminant. Par exemple, la Pologne, qui avait, avec l'Union européenne, des dissentiments sur les droits humains, elle a réfléchi à 2 fois, et d'ailleurs, elle a changé de gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle était en attente de plusieurs dizaines de milliards de transferts qui sont des dons, qui ne sont pas des prêts, qui ont fait déjà en Pologne quelque chose d'absolument remarquable en termes de croissance sur les dernières années. Donc ça, c'est un mécanisme qui nous manque. La CEDEAO n'est pas, pour l'instant, elle devrait le devenir, à mon avis, un endroit où on fait de la redistribution des plus riches aux moins riches. Simplement, il se trouve que même les plus riches étant assez pauvres, ce mécanisme n'est pas en place. Alors que l'Union européenne a directement les moyens et l'objectif de le faire. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme l'a dit notre modérateur, parce que, encore une fois, le vrai test de l'efficacité de la CEDEAO, c'est que quand on suspend et qu'on est en sanction, on est plus mal que quand ça fonctionne normalement. Sur les enjeux, alors il y a eu toute une batterie de questions sur les enjeux migratoires. Comme vous savez, nos pays migrent vers nos pays. Évidemment, les Européens sont toujours fascinés par la migration vers l'Europe, mais la vérité vraie, c'est que les Burkinabés, les Maliens, et puis ça vaut dans le sens inverse, ils migrent à l'intérieur de la CEDEAO. Et donc, la question, c'est d'empêcher ou de rendre difficile avec des situations de cartes de séjour, des formalités, d'empêcher des travailleurs, des familles, etc., de vivre normalement avec la liberté d'aller d'un pays à l'autre. Donc ça, si vous voulez, l'enjeu migratoire, il est d'abord un enjeu à l'intérieur. Alors, est-ce que ça conduira à plus de recherche d'aller émigrer vers l'Europe dans des conditions très dangereuses?
ce serait un deuxième effet négatif. Non seulement on aurait gâché une partie de la vie de nos concitoyens qui sont des étrangers au pays, mais des citoyens de la CEDEAO. Le président du Bénin a parlé dans une conférence de presse récente de la CEDEAO des peuples, en disant, bon, qu'on ait une crise des dirigeants et des instances de gouvernance, ça, on peut toujours essayer d'améliorer. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une crise des peuples de la CEDEAO, parce que les peuples de la CEDEAO, ils veulent cette liberté. Alors, il est possible, effectivement, qu'on n'y arrive pas, qu'on rende très difficile la vie des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ça aurait des conséquences sociales énormes, des conséquences vraiment extrêmement graves. Il ne faut pas que ça devienne en même temps un culte de l'ivoirité, de la malitude, etc., etc. Ça serait une régression vraiment très importante. Sur l'aérien, c'est un exemple aussi. C'est évident que c'est utile qu'il y ait une compagnie aérienne de l'AES, mais c'est utile quand même qu'elle puisse se poser dans les pays alentours. C'est automatique dans la CEDEAO. Là, il faudra passer des accords bilatéraux, si vous voulez. C'est évident pour la fracture numérique. Les câbles sous-marins, ils arrivent dans les pays côtiers. Les data centers, ils sont dans les pays côtiers. La fibre optique, elle est en train de s'établir pour faire toute l'unité de cette région. Donc, si vous voulez, oui, sur tous ces domaines qui sont des enjeux de modernité, c'est évident qu'on régressera si on renonce à coopérer. Parce qu'à mon avis, on coopère bien plus que ce que les gens pensent. Bon, sur les conséquences fiscales, là, c'est un peu technique. Je crois qu'il y a eu un argument qui était de dire on versera moins de fiscalité à la CEDEAO et du coup, on aura plus de recettes de finances publiques. Je crains que ça ne soit pas tout à fait vrai parce que si les entreprises étaient paralysées, que ça réduise leur profitabilité, leur compétitivité, si on avait des barrières douanières entre nos pays, je pense que net, ce serait très mauvais pour les finances publiques de tous les pays. Et enfin, il y a quelqu'un qui a dit c'est très important que les patronats des 3 pays se consultent. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je vous rappelle que moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de travailler avec le patronat du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Parce que, si vous voulez, dans le rapport de force, c'est bien que les 3 patronats des pays de l'AES travaillent ensemble et fassent valoir auprès des autorités politiques combien on est déjà intégré. On devrait l'être beaucoup plus, mais on est déjà très intégré. Mais c'est très important de s'allier avec les patronats sénégalais et ivoiriens parce que la seule chose qui me rend vraiment optimiste, c'est qu'ils ont le même intérêt que vous à trouver les moyens sur le plan économique, que sur le plan politique, ça ne soit pas possible. Il faut en prendre acte. Mais pour ce qui est de la CEDEAO des entreprises, d'une part, et la CEDEAO des peuples, comme dirait Patrice Talon, peut vous paraître singulier que je cite Patrice Talon, mais je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point. La CEDEAO des peuples, c'est ça qui compte. La CEDEAO des entreprises, c'est ça qui compte. Et je vous assure que ça nous pénalise. Et maintenant, on le sait. On le sait parce qu'on l'a vécu là avec les sanctions pour le Niger. Ça nous pénalise autant que le Niger. Et donc, personne n'a intérêt, du côté des entreprises et des peuples, sur le plan économique, à ce que la CEDEAO régresse. On a au contraire intérêt à faciliter encore un peu plus ces échanges. Et donc, ce serait un appui très fort que vous travaillez avec également les patronats des pays qui restent. Voilà ce que j'ai comme réponse aux très bonnes questions qui nous ont été adressées. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais à ce stade passer aux conclusions. Avec votre permission, je vais essayer donc de faire une synthèse
de ce qui a été dit sous forme de conclusion et éventuellement recommandation. Et ensuite, on passera à la clôture de ce webinaire, quoi. Alors, ce que j'ai retenu des différentes interventions, c'est que les pays qui ont décidé de créer la CEDEAO attendaient un certain nombre d'avantages, qui sont les avantages liés à la communauté, à l'union entre les 14 pays. Parmi ces avantages qui étaient attendus, il y en a certainement qui étaient en cours, parce que l'union est un processus qui n'était pas achevé et qui est en cours, et qu'on est avancé, mais il y a beaucoup de choses que la CEDEAO elle-même n'a pas réalisées encore. Ce qui fait qu'en termes d'impact, pour des objectifs qui ne sont pas atteints, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose que les pays qui quittent vont perdre. Parmi les avantages, je vais citer 6 très rapidement. Il y a la monnaie commune qui est attendue. Elle avait comme avantage de faire bénéficier une stabilité monétaire accrue à chaque pays membre. Ça veut dire la réduction du risque de fluctuation excessive des taux de change et surtout faciliter les échanges commerciaux entre les pays. Donc, par rapport à cet objectif, la monnaie commune est encore en perspective. Donc, il n'y a pas quelque chose que ceux qui quittent perdent maintenant. Le deuxième avantage, c'est l'accès à un marché plus vaste. Ça, je pense que beaucoup de nos entreprises ont bénéficié de cela parce qu'ils peuvent librement exporter et tout ça. Et donc, il est certain que par rapport à cet objectif-là, il peut y avoir des perturbations qui peuvent affecter les entreprises. Et donc, il y a urgence assez rapidement engager des négociations pour que tout ce qui concerne le marché commun, la libre circulation des biens et des services, que nous puissions avoir un accord, qu'il soit bilatéral ou qu'il soit entre l'Alliance et la CEDEAO. Mais il y a urgence à ce que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Le troisième avantage, c'est le renforcement de la compétitivité. La CEDEAO permettait de créer une concurrence entre les entreprises de la sous-région. Et tout le monde sait quels sont les avantages de la compétition. C'est que ça favorise l'innovation au niveau des entreprises. Ça favorise la productivité, une plus grande productivité des entreprises. Et surtout, la compétitivité des entreprises. Parce que le fait de savoir que quelqu'un d'autre peut venir prendre le marché à ma place, ça pousse les entreprises, le management des entreprises à être beaucoup plus créatif, beaucoup d'innovation. Et donc, ça, cet objectif aussi est important. Et il y a lieu de voir comment on peut continuer à mettre la compétitivité sur les entreprises qui évoluent même à l'intérieur de l'AES. Le quatrième avantage, c'est la coopération économique renforcée. Ça concerne l'harmonisation des politiques économiques, l'harmonisation des politiques fiscales et budgétaires, et politiques monétaires, ainsi que les règles communes que la CEDEAO devait mettre en place pour créer un environnement beaucoup plus attractif pour chacun de nos pays. Le cinquième avantage, c'est l'influence accrue sur la scène internationale. La CEDEAO pouvait avoir une voix qui porte plus
hein, le fait d'être ensemble. Bon, mais à ce niveau, si on évolue, est-ce que réellement ce rôle était fortement assumé par la CEDEAO? Peut-être oui, dans le cadre des négociations qu'il y a eu, par exemple, entre la CEDEAO et l'Union européenne par rapport aux accords de commerce et autres, on peut dire qu'il y a des choses qui pouvaient se faire. Alors, le sixième objectif, malheureusement, dont le Premier ministre a parlé, mais malheureusement, qui n'existe pas au niveau de la CEDEAO, c'est normalement l'accès à des fonds structurels. Malheureusement, comme on a dit, la CEDEAO, dans son existence actuelle, n'a pas créé des fonds qui auraient pu aider les pays comme le Mali, les pays enclavés, comme le Niger, pour que les pays les plus puissants qui bénéficient plus aujourd'hui de plus-value à cause de l'ouverture des marchés et autres, ces pays devraient aider ceux qui sont moins développés à pouvoir donc rattraper plus ou moins et se développer eux aussi pour participer justement au bonheur de toutes les populations. Donc, malheureusement, ça n'existe pas, donc on ne peut rien à ce niveau. Alors ça, c'était les avantages normalement qui étaient attendus au niveau de la CEDEAO. Maintenant, en termes d'inconvénients, j'ai noté comme inconvénient donc le risque de perturbation des circuits de distribution et d'approvisionnement. Donc pour ça, c'est les négociations qui peuvent permettre donc d'atténuer les impacts à ce niveau. Et la suggestion a été faite que le patronat, les chambres de commerce, les associations professionnelles qui sont en contact avec les différents pays avec lesquels le Mali a des échanges, que des négociations puissent se faire ou du lobbying puisse se faire pour pouvoir préserver certains acquis dans le cadre des négociations, qu'elles soient bilatérales ou, encore une fois, qu'elles soient entre l'AES et la CEDEAO. L'autre point que j'ai noté aussi, en termes d'impact négatif, c'est la réduction de l'intégration régionale. Il est clair que la CEDEAO divisée en AES et CEDEAO divise la région. Et ça, malheureusement, c'est au niveau politique, parce que la question, encore une fois, elle n'est pas, la divergence n'est pas au niveau économique, elle est au niveau politique. Donc là, c'est les autorités des différents pays, aussi bien du côté de la CEDEAO que du côté de l'AES, qu'un effort doit être fait pour trouver une entente pour que la région puisse rester dans son ensemble et que ça puisse bénéficier à tout le monde. L'autre élément qui a été soulevé également, c'était la question de sécurité régionale. Bon, face au terrorisme, face aux criminalités transfrontalières et autres menaces qui peuvent peser sur un pays membre ou sur plusieurs pays membres à la fois. Bon, là également, je pense que des négociations, dans le cadre des négociations, ces questions peuvent également être réglées entre l'AES et CEDEAO de l'autre côté pour que la sécurité soit préservée, la sécurité de la sous-région soit préservée. L'autre point que j'ai noté, c'était au niveau financier. Au niveau financier, c'est qu'il y a des alternatives qui sont offertes, hein, parce que le problème de financement
va se poser avec acuité pour nos pays. Et ce problème, il y a au niveau du marché sous-régional, notamment le guichet public qui a permis jusqu'ici d'aider les pays membres de l'UMOA à travers la bourse de pouvoir financer une partie des besoins de financement de nos économies. Je pense que cela devra continuer. Et ensuite, il y a cette ouverture qui est faite aussi à travers l'exemple du Bénin, qui a pu mobiliser sur le marché international, pourquoi pas. Hein, et là, c'est des possibilités qui s'offrent à nos pays pour pouvoir accéder aux financements internationaux à travers justement des obligations qui pourront être faites sur le marché mondial. Donc ça, c'est des alternatives également qui peuvent être exploitées à la fois par l'AES et chacun des pays membres de l'AES pour pouvoir faire face à cette éventualité de problèmes de financement qui peuvent se poser. Je pense que l'accent a été mis sur les avantages que les trois pays peuvent avoir en se retirant. Parce qu'il n'y a pas que le côté négatif. En se retirant, il y a des avantages que ces pays peuvent avoir. Et j'ai noté trois. Le premier avantage, c'est la souveraineté. La souveraineté de chacun des pays est accrue. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut décider des politiques à mettre en place de manière libre sans avoir une contrainte quelconque de la CEDEAO ou d'un autre pays. Donc ça, c'est un avantage pour un pays d'avoir une souveraineté accrue et de pouvoir décider. Mais maintenant, la question, c'est de prendre les bonnes décisions qui permettent effectivement d'avoir un impact positif sur l'économie, sur les populations. Mais c'est clair que le fait de sortir donne un avantage. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité réglementaire. Donc, on peut avoir des politiques commerciales libres, fixées suivant les intérêts du Mali, suivant les intérêts du Mali, suivant les intérêts du Burkina. Donc, sans avoir une camisole de force des politiques sous-régionales. Donc, ça, c'est le. Et enfin, le troisième avantage, c'est cette possibilité qui est offerte de faire du bilatéralisme, des négociations bilatérales entre les pays. Parce qu'on dit souvent, les pays, c'est des intérêts qu'ils ont. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Il est clair que le Mali, le Burkina, le Niger intéressent et apportent des avantages à certains pays voisins. Donc, personne ne peut occulter ces avantages. Donc, de manière bilatérale, ce qu'on n'a pas pu avoir au niveau de la CEDEAO, on pourrait l'obtenir parce que, prenez l'exemple du Bénin, quand ils ont vu que les sanctions en les appliquant, ça les affecte davantage, ils ont refusé d'appliquer les sanctions. Et aujourd'hui, bilatéralement, le pétrole nigérien va être exporté en passant par le port du Bénin. Ça, c'est du réalisme. Et donc, il n'y a pas feu à la maison. Nous ne devons pas paniquer, nous devons garder le calme et nous devons exploiter toutes les alternatives possibles, parmi lesquelles les substitutions possibles, et ça c'est l'imagination, on peut trouver des substitutions. Et deuxièmement, on peut, de manière bilatérale, sur la base des intérêts des pays, avoir des accords qui puissent aider à faire face aux difficultés éventuelles. Donc, voilà un peu ce que j'ai retenu de des discussions, des interventions qui ont été faites, quoi. Je vais juste ajouter certaines recommandations qui ont été faites par là. Et premièrement, c'est à l'endroit du secteur privé, je pense que le Premier ministre a bien dit que dans les négociations qui vont se faire pour consacrer la sortie
il est important que le secteur privé soit associé. Pour ça, il faut que le secteur privé se prépare. Donc, en recensant les difficultés éventuelles que certaines entreprises peuvent avoir ou que les groupements peuvent avoir, et mettre ces idées ensemble pour pouvoir les présenter aux autorités politiques. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, toujours du côté du secteur privé, c'est de préserver les relations qu'ils ont avec les patronats, avec les chambres de commerce des pays de la CEDEAO, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Sénégal, ou pour le cas du Niger, le Nigeria. Les liens entre les populations fera que, à mon avis, les choses vont se passer, à mon avis, de manière beaucoup plus facile. Donc, le secteur privé doit se préparer pour participer et faire des contributions par rapport aux négociations qui seront menées dans le cadre de la sortie de la CEDEAO. Une autre recommandation, c'est les investissements. Que nous soyons à l'intérieur de la CEDEAO ou hors CEDEAO, il est important que des actions soient menées pour que nos pays soient attractifs aux investissements. D'abord des nationaux pour qu'ils restent, parce que il a été constaté que beaucoup de nationaux commencent à aller investir dans les pays côtiers plutôt qu'au niveau national. Il y a lieu certainement de rassurer à travers les agences qui existent au Mali, il y a lieu de rassurer les investisseurs privés pour qu'ils continuent à croire en leur pays et qu'ils investissent ici au niveau national. L'État, de son côté, doit créer les meilleures conditions pour que, justement, cette confiance revienne, que les investissements puissent se faire effectivement. Donc, tout ce qui est allègement, création d'un environnement favorable, et tout ça, ça c'est des mesures que l'État doit continuer et pouvoir poursuivre. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu saisir des interventions des uns et des autres sous forme de recommandations et conclusions et recommandations. Voilà. Je vous remercie. Je vais finir par remercier une nouvelle fois le CNPM pour avoir eu l'initiative d'organiser ce webinaire. J'espère qu'il a été utile et que le temps certainement n'a pas permis de répondre ou à tout le monde d'intervenir. Mais comme la secrétaire générale a l'habitude de le faire, j'espère que le groupe WhatsApp est ouvert et va permettre à tous ceux qui peuvent verser des contributions, poser des questions pour que le débat puisse continuer sous forme d'échange sur le groupe webinaire. Et donc, ça, c'est quelque chose que serait extrêmement bien. Donc, merci au CNPM. Je voudrais en votre nom remercier aussi le Premier ministre Lionel Zanzou. Voilà. Merci à tous les participants. C'était un plaisir. Merci beaucoup, chers modérateurs et chers panélistes. Je vais donner la parole au vice-président délégué, M. Danyoko, pour ses mots de conclusion. Merci. Merci, secrétaire général. D'abord, nos remerciements à nos panélistes et à notre modérateur. C'était une discussion très intéressante. Nous allons vous demander de mettre à notre disposition votre synthèse, monsieur le modérateur, que nous puissions le rajouter à nos travaux. Le débat ne fait que commencer. Il est loin d'être terminé. Il va venir s'ajouter à la consultation en cours auprès des groupements professionnels et des CPR. Il va s'ajouter à l'analyse des experts qui ont été commis pour faire un travail au nom du CNPM et nous trouverons d'autres cadres d'échange bientôt pour nous retrouver. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour d'autres webinaires du CNPM. Merci. Merci beaucoup.
je pense que